réussite est un terme pourtant banal, mais difficile à cerner. À quoi s'identifie la réussite ou la concrétisation de la réussite? Il faut nécessairement naviguer sur plusieurs paradigmes pour en déceler pas un, mais la pluralité des sens qu'on peut lui accoler. Réussir n'est pas que matériel. La réussite est intrinsèque et extrinsèque. On peut avoir une réussite financière, une réussite morale, une réussite familiale, une réussite spirituelle. Pour l'être humain, est-ce la somme de ces réussites qui donne droit à la réussite? Une question d'une complexité imparable et implacable. Une équation à plusieurs inconnus. Le fin mot est que d'ici la sortie de cette nouvelle édition du Point littéraire, nous aurons, et cela est une certitude, une réponse plus ou moins claire. L'autrice de ce soir nous permettra de voyager à travers les rouages de l'épanouissement. Comment vivre épanoui? Mieux encore, comment se définir et progresser? C'est dans tous les cas un livre inspirant que nous nous apprêtons à vous découvrir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour. Cela dépend du point à partir duquel vous nous écoutez. Voici un nouveau soir pour un nouveau livre et pour un nouveau regard. Un regard différent d'une autrice que nous sommes enchantés de recevoir. Mais le temps d'un rideau et les modalités d'entrée et on se retrouve. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. L'autrice de ce soir a pour nom Stéphanie Kamnyo-Sobui. Elle est conférencière et exerce depuis un peu plus de 20 ans comme communicatrice, sortie de l'ESTIC et psychologue. Cela revient à dire qu'elle a non seulement l'autorité de l'âge, mais aussi de l'expérience. L'autrice évolue donc dans deux sphères, pas antagonistes, mais peut-être plutôt complémentaires. Stéphanie Kamnyo-Sobui écrit depuis son adolescence et la publication de l'essai qu'elle s'apprête à nous présenter est anecdotique. Comment elle aime bien? Eh bien, on va savoir comment est-ce que cela est arrivé. Elle donnera des précisions à ce sujet. Son livre est un essai qui a pour titre « Vivre épanoui » et pour sous-titre « Se définir et progresser ». L'avant-propos semble mettre en priorité, comme cible, la jeune femme. Mais c'est un ouvrage qui peut inspirer tous les publics. Vivre épanoui, c'est 3 parties, en une 50aine de pages. La première
a pour titre justement « Vivre épanoui ». Cette partie appelle à la connaissance personnelle. La deuxième partie, qui a pour titre « Le besoin de validation extérieure », invite à suivre deux voies, sa voie intérieure et celle de Dieu pour avancer. Ne surtout pas attendre que l'extérieur motive l'ensemble de nos décisions. La troisième partie l'approfondit justement et signifie que le besoin de validation peut révéler une dépendance affective, nécessairement néfaste. Cette œuvre, en plus de s'appuyer sur les connaissances de l'auteur et même des connaissances scientifiques, puise sa racine ou sa source dans la Bible. Littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Accueillons à présent l'invité du soir, Stéphanie Camnio-Sobgui. Bonsoir et merci d'être passé à la radio. Bonsoir Jean-Jacques Foucault, bonsoir à tous les auditeurs. C'est pour moi un grand plaisir d'être là ce soir. C'est un plaisir surtout pour nous de vous accueillir. Vous avez effectué le déplacement pour venir nous parler de votre livre « Vivre épanoui ». Mais lorsqu'on vous présentait, on s'est bien rendu compte que vous appartenez à deux sphères. Vous êtes communicatrice, vous êtes également psychologue. Comment est-ce qu'on arrive à joindre les deux bouts à travers ces deux activités qui sont parfois très prenantes? Mais il se trouve que je suis d'une génération de Camerounais qui a dû passer par toutes les mutations qu'a connues notre pays en ce qui concerne l'éducation. Donc j'arrive à l'université voulant faire psychologie alors qu'on passe au système où l'on paye les droits universitaires. J'arrive à l'université à un moment où beaucoup de choses ont changé, où on passe aussi au système d'unité de valeur. Et donc, je fais ma licence en psychologie. Et dans mon parcours, je me rends compte qu'il me sera difficile de gagner ma vie avec la psychologie dans un environnement qui n'est pas encore ouvert à ce type de métier. Donc, je prends la résolution de faire le concours de l'ESTIC et parallèlement donc à ma formation en psychologie, je suis celle à l'ESTIC où j'ai fait relations publiques, donc communication des organisations, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Et j'obtiens ma maîtrise en psychologie pendant que je fais la première année à l'ESTIC. Et donc, j'ai toujours évolué en alliant mes deux sphères professionnelles. Vous êtes à l'ESTIC, mais vous restez à l'université pour étudier toujours la psychologie. Tout à fait. Alors, quand je trouve du travail dans le domaine de la communication, je me dis, étant donné que la psychologie, c'est mon métier de cœur, il faudrait que j'atteigne un niveau qui me permette de parler avec autorité. Donc, j'engage mon DEA que j'obtiens en 2005. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai toujours évolué dans les deux versants. Ça n'a pas été difficile à un certain moment ça a de été faire une filière de l'autre côté et puis à l'ESTIC, c'était pas compliqué? C'était difficile, c'était très difficile, mais il faut compter sur la solidarité des camarades de classe, il faut compter sur le soutien de la famille et du mari. Il faut compter sur la ténacité personnelle, l'envie, parce qu'il faut beaucoup vouloir. Et donc, à la fin, et il faut compter sur la grâce de Dieu. Donc, finalement, ça a donné ce que ça a donné et je peux exercer dans mes deux sphères. Et ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que vous le faites. Donc, j'ai quitté l'école en 98, on va dire.
Donc, ça fait 22 ans. Oui. Voilà, si on compte bien. Alors, c'est... Avant, vous vous dites, il faut aller à l'ESTIC parce que la psychologie, c'est une science qui n'est pas très connue au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué? Le psychologue est mieux perçu et mieux accepté au Cameroun à l'heure actuelle? Je crois que la psychologie est plurielle aujourd'hui au Cameroun. Il y a une psychologie que j'appelle psychologie industrielle, c'est-à-dire que celle que l'on pratique en étant dans les projets. Oui. Parce qu'il y a les multinationales qui viennent avec des projets dans lesquels il faut adresser les problèmes psychologiques, notamment pour les populations vivant avec le VIH, pour les populations. Et puis, parfois, il y a des événements qui nécessitent la présence de psychologues. On a eu le cas de Mbanga Mpongo. Oui. Il a fallu voir le traumatisme des personnes touchées. Comment accompagner les victimes. Comment accompagner et même les familles des victimes. Familles des victimes, voilà, c'est ça. C'est ça que j'appelle psychologie industrielle. Parce qu'on prend tout le monde un peu dans le même panier et puis c'est pas tellement au cas par cas. Et puis, il y a cette psychologie-là qui est celle du travailleur social que je suis, qui va au cas par cas, mais elle ne permet pas encore de vivre au Cameroun. Elle ne permet pas encore de faire bouillir la marmite. Les Camerounais consultent moins les psychologues? Les Camerounais consultent, mais toujours avec l'idée « je vais me faire aider ». Ils ne viennent pas avec l'idée « je vais payer ». Déjà, c'est difficile de payer des soins médicaux. Oui. Donc, des soins pour un bobo physique. Oui. Combien de fois pour un bobo psychologique qu'on ne voit pas et qu'on pense qu'il n'existe pas. Et qu'on pense qu'il n'existe pas, tout à fait. Donc, on est obligé de faire beaucoup de social. Et donc, ça fait que j'ai un métier de cœur et j'ai un métier de raison. Mon métier de raison, c'est la communication qui me permet de gagner ma vie. Et le métier de cœur, c'est la psychologie qui me permet d'aider les gens. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de l'écriture. Mais lorsqu'on échangeait un peu plus tôt, vous m'avez fait savoir que vous écrivez quand même depuis l'âge, depuis l'adolescence. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il y avait un côté écrivain, il y avait cette plume qui se manifestait en vous et vous concrétisez aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous débarquez dans l'écriture quand vous êtes adolescente? Qu'est-ce qui vous pousse à vous retrouver dans ce domaine-là? Déjà, je crois que j'ai un talent de rédactrice, on va dire. Donc, mes devoirs à l'école étaient toujours très bien notés. Et je suis une passionnée de lecture. J'ai lu beaucoup d'auteurs très jeunes. Georges Duhamel, Guy de Maupassant, Maryse Condé. Oui. Bref, pas mal d'auteurs classiques et des auteurs divers, dans divers domaines. Et cela m'a donné envie d'écrire aussi à mon tour. J'ai en ce moment un manuscrit sur une saga familiale inspirée justement des murs de Ségou de Maryse Condé. Oui. Et je suis encore en train de travailler sur le manuscrit. Ça va faire, on va dire, 15 ans que je travaille là-dessus. Ah, ça met long. Ça met long. Peut-être pour mieux mûrir le projet. Pour mûrir le projet, mais parce que l'histoire est aussi longue. Ça raconte l'histoire d'une famille sur des générations et dans des endroits différents. Donc, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de la documentation, ça demande d'aller chercher pour toucher un peu à ce qui est réel. Bon, j'ai un autre manuscrit qui va sortir certainement à la fin de l'année. Ça s'appelle Défi de femmes. Et c'est un recueil de nouvelles qui parle de tous les problèmes auxquels la femme du 21e siècle fait face. Oui, défi de femmes. Oui. Défi de femmes. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est dans le pipe. Alors, il y a ce livre qui est disponible au Cameroun depuis quelques jours maintenant, « Vivre épanoui, se définir et progresser ». C'est un essai. Les Camerounais peuvent découvrir votre écriture. Alors, ce livre, globalement, comment est-ce qu'il naît dans votre esprit? À quel moment vous vous dites qu'il faut l'écrire? Et il y a toute une anecdote autour de la fabrication et de la création de cet ouvrage. Eh bien, l'auditeur qui nous écoute en ce moment veut savoir comment est-ce que le livre Vivre épanoui se transforme dans la tête de l'auteur et devient finalement un ouvrage aussi intéressant. Ok, donc Vivre épanoui, en fait, c'est le résultat d'un ensemble d'entretiens que j'ai avec des femmes
dans le cadre de mon travail de coaching. Donc j'ai 2 groupes de femmes dont je m'occupe au quotidien sur une base régulière, avec lesquelles j'échange sur divers thèmes. Et donc le thème de l'épanouissement est revenu dans les 2 groupes et j'ai commencé à faire des posts pour partager mon avis sur la question. Et ça a reçu un tel accueil que je me suis dit, ces idées doivent être vulgarisées. Et donc, j'ai compilé les différents posts et j'ai pensé faire une espèce de fascicule. Je ne pensais pas livre, je pensais divulgation de l'idée. Et donc, j'ai fait un fascicule au départ que j'ai commencé que j'ai mis sur le marché. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, étant donné ton background, étant donné un ensemble de choses qu'il faut considérer, tu devrais plutôt faire un livre. Et c'est donc comme ça que, et je salue ici Madame Ganet du FECOM, c'est donc comme ça qu'elle m'a orientée avec l'éditeur. Et c'est comme ça que le livre est sorti. Édition de Midi. Édition de Midi. Ça veut dire que comme il y avait déjà sur les différents forats l'élément essentiel pour fabriquer un livre, vous n'avez pas pris beaucoup de temps quand même? Non, pas du tout. D'autant plus que ce livre, c'est pas de la littérature, c'est, on va dire, c'est fonctionnel, c'est essentiellement fonctionnel. Quand je dis c'est pas de la littérature, c'est juste pour dire que je n'y mets pas la forme que l'on attend d'un auteur. Je parle à des gens. Donc c'est plus des échanges, c'est plus un échange avec le lecteur. Voilà. Il y a le livre qui démarre un peu comme une prise de conscience ou bien l'audace que devrait avoir chaque femme. Comment je suis épanouie? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis épanouie? Comment reconnaître que je le suis? Alors, à ces questions, dans le livre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse? À ces questions, je crois que la première chose à se poser comme question, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Parce que le qui suis-je va déterminer la suite. Qui suis-je va déterminer qu'est-ce que j'aime, va déterminer qu'est-ce que je n'aime pas, va déterminer qu'est-ce que je veux. Et donc, tant qu'on n'a pas fait le qui suis-je, tant qu'on n'a pas répondu à qui suis-je, il sera difficile d'être épanoui par la suite. Donc, ça commence par savoir quelle est son identité. Il y a des gens qui se définissent comme des personnes courageuses. Il y en a d'autres qui se définissent d'abord comme chrétiens. Il y en a d'autres qui se définissent... Donc, ça va d'abord dépendre de comment on se définit soi-même. Et après, le reste suit. Alors, c'est difficile peut-être d'avoir une identité lorsque généralement la femme semble adosser aussi bien sa propre personnalité que la façon d'être par rapport à son mari, par rapport à l'appartenance familiale. Alors, comment est-ce qu'on arrive à se démarquer pour être celle qu'on est réellement à l'égard ou alors totalement en différence avec ce que la société ou bien la famille ou le mari souhaite qu'on soit? Voilà, comment se définir? Et donc, c'est la première partie du livre, comment se définir. Pour se définir, il faut, et c'est un exercice que je donne en consultation en général, il faut déjà pouvoir identifier ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et pour le faire, il faut prendre du temps, s'asseoir, écrire carrément pendant 1 heure tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas. Il faut également écrire ce qu'on aimerait avoir réalisé au soir de sa vie. Qu'est-ce que, au moment où je vais quitter cette terre, j'aimerais voir dans mon escarcelle? Donc, quand on a fait cet exercice, il est maintenant possible de se dire, ok, je vais travailler à mon épanouissement. Travailler à son épanouissement, c'est de se dire, comme j'aime par exemple voyager, j'aime faire des voyages, comment je m'organise pour m'offrir un voyage chaque année? Si j'aime par exemple ma famille, les enfants, comment je fais pour passer plus de temps avec mes enfants? À ce moment, on se fixe un objectif sur comment on va passer du temps avec les enfants. On définit le type d'activité qu'on aura avec ses enfants. Tout à fait. Et ça fait en sorte que on a une fréquence à laquelle on est avec les enfants
Et c'est ça qui crée la satisfaction personnelle, qui crée l'épanouissement. Donc, ça m'amène à dire aussi ceci, que l'épanouissement est d'abord quelque chose de ressenti intérieurement. Parce que la déformation qu'on a aujourd'hui dans la société du 21e siècle, c'est qu'on veut calquer son épanouissement sur la façon d'être des autres. Oui. Et c'est en ça que nous sommes malheureux. Ça nous rend insécures. Mais quand on arrive à se dire, voici ce que j'aime et voici comment je veux être, on se définit en fait. On a comme l'impression que, aussi bien sur plusieurs domaines, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est épanoui. Est-ce qu'on est épanoui sur le plan professionnel? Comment le savoir? Comment déterminer son taux d'épanouissement? En réalité, qu'est-ce qui fait ou alors amène une jeune dame à être épanouie? Vous semblez présenter plusieurs domaines. Est-ce le mari? Est-ce le travail? Est-ce la famille bien établie? Alors, qu'est-ce qui devrait être, au-delà du fait qu'il y a des choses qu'on aime, qu'est-ce qui devrait amener une femme, une jeune femme, et peut-être même plus, à se sentir épanouie? C'est sur le plan professionnel? Je vais changer de rôle. Vous n'êtes pas une jeune femme. Mais à quel moment vous sentez-vous épanouie, Jean-Jacques Foucault? Alors peut-être parce qu'on est sur le plan professionnel, on ressent une certaine quiétude, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend à la maison, peut-être. Et si vous perdez votre travail, et si cette personne n'est pas là, l'épanouissement, il s'en va aussi? Alors ça devient très complexe. Ça veut dire qu'en réalité, on devrait s'accomplir personnellement, on devrait s'accomplir personnellement, individuellement. Se sentir épanoui tout seul d'abord. Se sentir épanoui tout seul d'abord, parce que... Et c'est de là que viennent la plupart des problèmes de la société. Parce qu'on dit la famille est le socle de la société et l'unité première de la société. Mais on a des familles bancales parce qu'on a des individus bancals. Oui. Et on a des individus bancals parce qu'on a des personnes qui ne savent pas qui elles sont, oui, et qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui ne savent donc pas où aller. Parce qu'en fait, quand on n'a pas défini qui on est, on ne sait pas vers qui aller. Et c'est pour ça qu'on a des mariages qui ne tiennent pas. Parce qu'on va vers les mauvaises personnes. On va vers des personnes qui ne sied pas à notre être profond. Et on n'arrive pas à aller vers ces personnes-là parce qu'on n'a pas défini ce que c'est que notre on ne se connaît pas d'abord. Il est difficile de trouver le bonheur ailleurs si on a d'abord du mal à savoir qui l'on est soi-même. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Pause. L'auteur Stéphanie Kamnyo-Sobgui, il faut se connaître, il faut se fixer des objectifs, il faut nécessairement travailler sur le long terme, aussi bien sur le court terme, il faut savoir ce qu'on veut voir à la fin de sa vie accomplie. Alors, en dehors de cela, pour évoluer dans la société et se sentir épanoui, il paraît qu'il faut avoir des valeurs. Il faut s'adosser sur des valeurs. Lesquels, par exemple, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir être sur le plan professionnel accepté et ne pas toujours être
mal vu parce qu'on a un problème de sociabilité ou de socialisation à travers nos comportements qu'on peut mener vis-à-vis de nos collègues qui ne sont pas toujours du même bord ou bien de la même éducation. C'est assez compliqué. Les valeurs qu'il faut défendre, qu'il faut absolument avoir. On imagine bien qu'il faut être adossé ses convictions à la foi chrétienne, il faut être également sur le plan religieux mieux aguerri. Déjà, il faut définir ce qu'on entend par valeur. Donc, les valeurs, c'est des idéaux de comportement. Ça fixe notre idéal de comportement et c'est ça qui forge notre caractère. Donc, une personne, on dit en général les personnes de caractère. Donc, de caractère parce que soit elles sont difficiles à vivre, soit alors elles ont une force intérieure qui fait en sorte qu'elles dégagent quelque chose. Donc, on recherche ce genre de personnes dans la société parce que c'est elles qui font bouger les choses. Comment devenir une personne de caractère en développant des valeurs? Et il y en a plusieurs. Elles peuvent être regroupées. Je me suis inspirée d'un auteur, d'un autre psychologue pour regrouper dans le livre les grandes valeurs, les valeurs les plus générales. On peut adosser sa vie sur l'envie de plaisir, par exemple, l'hédonisme. Donc, il y a des personnes qui se disent « je ne stresse pas ». Je veux mener une vie vraiment où je vis les choses comme elles viennent, où je prends le plaisir où il est, etc. Sans que forcément ce soit quelque chose de négatif. Tout à fait. Voilà, donc il y a cette valeur-là. Il y a l'enthousiasme, par exemple. Ce sont des personnes qui en veulent, comme on dit en général. Dans l'entreprise, on les reconnaît parce qu'elles sont partantes sur la plupart des projets. Il y a des valeurs comme la solidarité, apprendre à savoir tenir compte des autres, à savoir tenir compte de la difficulté que l'autre peut rencontrer et l'aider. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit si l'on veut aller vite, on va tout seul, mais si l'on veut aller loin, on va avec les autres. Tout à fait. Donc, il y a des valeurs comme ça. Et donc, chacun doit pouvoir définir ce qui va conduire son comportement dans l'idéal. Et c'est par là que ça commence. Après avoir défini les valeurs, on définit les objectifs. Oui, par rapport à tel aspect de ma vie, comment est-ce que j'applique la valeur correspondante? Et je propose dans le livre au lecteur un ensemble de domaines de la vie, notamment la santé, la vie familiale, les finances, les loisirs et le bien-être, et puis aussi le domaine spirituel. Il faudrait que dans chacun de ces domaines, que l'on puisse définir les valeurs qui vont guider notre action et ensuite définir des objectifs. Se donner des objectifs sur le court terme, sur le moyen et sur le long terme. Donc voilà. Voilà en quelque sorte les valeurs. Alors tout à l'heure, vous allez nous parler de la validation extérieure. C'est une grande partie. On ne va pas parler de tout dans votre livre. On donnera juste l'envie à nos auditeurs de chercher absolument ce livre. Et puis je vous le conseille. Vivre épanoui, se définir et progresser. On va prendre le classique littéraire et on reviendra pour parler des validations extérieures et surtout dans quelle mesure et dans quelles conditions la dépendance affective peut détruire des vies ou bien affecter considérablement le comportement d'un individu. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.
Merci d'écouter la radio des auditeurs sur les 88.4, mais également à travers la plateforme Facebook. Si vous vous dirigez simplement sur le compte personne Royal FM Espace Cameroun, vous êtes en ligne avec nous et vous pouvez également interagir. Comme vous le savez, à cet instant précis, nous allons retrouver Annie-Lisette Ambassa. Elle fouille toutes les bibliothèques possibles au Cameroun pour nous rechercher le livre. Un classique littéraire qui a marqué son temps, que ce soit par les prises de position, que par la réputation de son auteur. Des sujets les plus inédits qui ont été traités par la littérature, aussi bien camerounaise, française, belge, canadienne, et pourquoi pas par d'autres auteurs du monde, du reste du monde bien évidemment. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Orgueil et préjugés est un roman de développement personnel, un roman didactique, un roman psychologique et enfin un roman sentimental. Il se présente en 3 parties, 3 actes pourrait-on dire, correspondant aux 3 icônes de l'édition originale et suivant la trame de la comédie romantique, comme beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare. À Longsbourne, petit bourg du Hertfordshire, sous le règne du roi George VI, Mrs. Bennet est déterminée à marier ses 5 filles afin d'assurer leur avenir compromis par certaines dispositions testamentaires. Lorsqu'un riche jeune homme, Mr. Brankley, loue Netherfield, un domaine proche, elle espère vivement qu'une de ses filles saura lui plaire assez pour qu'il l'épouse. Malheureusement, il est accompagné de ses 2 sœurs, Caroline et Louise, plutôt imbues d'elles-mêmes, et d'un ami très proche, Mr. Darcy, jeune homme immensément riche, mais très dédaigneux et méprisant envers la société locale. Elisabeth observe avec amusement ce petit monde. Si elle apprécie le charmant Mr. Bingley, elle est irritée par le fier Mr. Darcy qui, à leur première rencontre, au cours du bal organisé dans le bourg voisin de Meryton, a refusé assez impoliment de danser avec elle, même si elle en plaisante en disant « Je pourrais facilement lui pardonner son orgueil s'il n'avait mortifié le mien ». De là naît le préjugé qu'elle nourrit contre lui, préjugé que le séduisant Wykeham, officier récemment arrivé, qui connaît Darcy depuis l'enfance, entretient soigneusement par ses fausses confidences. Ayant donc des motifs personnels pour tester Darcy, elle se montre à la limite de l'insolence lorsque celui-ci, qui apprécie de plus en plus sa vivacité et son intelligence, cherche à mieux la connaître. Elle observe avec plaisir l'évolution des sentiments de sa sœur préférée pour Bingley et prête une oreille attentive au beau Wykeham, qui ne la laisse pas indifférente. Il lui faut aussi garder son sang-froid devant le ridicule Mr. Collins, ce cousin qui héritera de leur propriété de Longbourn à la mort de Mrs. Bennet, selon le principe de Langtime. Récemment nommé recteur de Hunsford, dans le Kent, il cherche à prendre femme, comme le lui a conseillé Lady Catherine de Bourgh, sa protectrice, et agiter son dévolu sur Elisabeth, à la grande satisfaction de Mrs. Bennet, qui voit déjà ses 2 aînés mariés. Au cours du bal organisé à Netherfield, où il invite Elisabeth à danser, Darcy se rend compte que le mariage de Bingley avec Jane Bennet est considéré comme pratiquement acquis par la société locale, et avec l'aide de Miss Bingley, qui, comme lui, le considère comme une mésalliance, convainc Charles Bingley de passer l'hiver à Londres. Mrs. Bennet voit donc s'écrouler tous ses projets matrimoniaux. Bingley est parti et Mr. Collins, refusé par Elisabeth, a demandé la main de sa meilleure amie Charlotte Lucas. À propos de l'auteur, Jane Austen est née le 16 décembre 1775 à Stevenston et morte le 18 juillet 1817 à Winchester. C'est une femme de lettres anglaise. Son réalisme, sa critique sociale mordante et sa maîtrise du discours indirect libre, son humour décalé et son ironie ont fait d'elle
l'un des écrivains anglais les plus largement lus et aimés. Alors merci à Annie Lisette Ambassa. Retour avec l'auteur de ce soir. Le livre, c'est Vivre épanoui. Vivre épanoui, c'est définir et progresser. Le livre est des éditions de Midi, depuis quelques semaines, disponible désormais dans toutes les librairies à Yaoundé et dans d'autres villes. On va vous donner les contacts tout à l'heure. Question pour vous d'avoir absolument ce livre qui changera forcément votre vie, votre regard sur la question de l'épanouissement, que ce soit pour la jeune fille ou bien pour la femme, et pourquoi pas pour même les hommes. Dans certains, il y a certains chapitres qui concernent bien évidemment également les hommes dans un certain degré. Alors dans la deuxième partie de votre livre, vous parlez de la question de la validation extérieure. Il ne faut surtout pas attendre qu'on vous donne d'abord le OK pour poser les actes, pour accomplir les œuvres que vous souhaitez. Oui, c'est une question très, on va dire, très fondamentale, dans la mesure où ce que l'on observe dans la société, c'est que les uns et les autres ont tendance, et surtout les femmes, parce que dès l'enfance, elles doivent avoir l'autorisation de la maman, l'autorisation du papa. Ensuite, c'est l'autorisation d'un grand frère. Après, c'est l'autorisation du mari. Puis, c'est l'autorisation du patron. Donc, elles vivent toute leur vie pratiquement sous l'autorisation d'autres personnes. Il leur est donc difficile d'entreprendre des choses sans demander l'avis de X ou de Y. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps, des pionnières comme paix à son âme, Delphine Tsanga, se plaignaient du fait que les femmes n'entrent pas en politique. Oui. Parce que pour entrer en politique, il faut être soi, il faut avoir les pieds sur terre. Et il est donc question aujourd'hui de former une femme qui est capable d'évoluer sans demander la validation extérieure de qui que ce soit. Oui. Qui a ses objectifs, qui a ses envies et qui se fait plaisir en les mettant en œuvre. Il ne s'agit pas d'une bagarre contre le sexe opposé, non. Mais il s'agit d'une envie légitime de devenir ce que l'on peut, ce que l'on doit devenir. Donc, comment avoir en fait l'approbation de son conjoint qui nécessairement a toujours envie d'avoir l'autorité sur cette dernière. Alors comment est-ce qu'on réussit à mener ce dernier à comprendre que la femme a besoin de faire ses propres choix? Comme j'ai dit tantôt, il ne s'agit pas de pugilat. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais il s'agit de fermeté dans la soumission. Parce que moi étant chrétienne, je m'affirme comme chrétienne, oui. Moi étant chrétienne, la Bible me recommande d'être soumise à mon époux. Mais soumise ne veut pas dire effacée. Et je vais prendre un texte biblique
qui nous dit exactement qu'une femme et une femme vertueuse est une femme entreprenante. Nous prenons donc Proverbe 31 et on dit « C'est une femme qui se lève tôt le matin, qui voit un champ et qui l'acquiert. C'est une femme qui voit que ce qu'elle gagne est bon. C'est une femme dont le mari est respecté aux portes de la ville parce que la femme est travailleuse, parce que la femme est entreprenante. » Donc, pourquoi s'empêcher d'investir? Pourquoi s'empêcher de réaliser des choses sous prétexte qu'on doit se faire valider, soit faire valider ses idées par un tiers? On va voir qu'aujourd'hui, la société tend à se décomplexifier par rapport à tout cela. Il n'y a pas longtemps encore, dans les années 70, pour qu'une femme entreprenne un voyage à l'extérieur, elle avait besoin de l'autorisation de son mari. Du mari. Voilà, mais aujourd'hui, cela a été enlevé. Donc, c'est pour montrer que les femmes doivent participer à part entière. Et c'est elles d'abord qui doivent savoir qu'elles doivent, prendre des initiatives. Tout à fait. Voilà. Il faut absolument, peut-être, à travers la métaphore de l'ouvrage, hein, il y a cette image que vous renvoyez. Si vous aimez du parfum, vous devez d'abord essayer ce parfum, savoir comment et à quel moment le mettre. C'est assez difficile quand on a un mari qui n'aime pas le parfum. Et pourtant, on aime bien ce parfum. Ouais. C'est assez difficile. Il y a comme un conflit d'intérêts, si je peux emprunter cette expression-là. Ce sont des compromis à faire. Et donc, c'est pour ça que je parle de... Il n'y a rien de mal à se tromper de bonne foi. Parce que la suite, c'est... Quand tu veux atteindre tes objectifs, si tu te trompes de bonne foi, il n'y a rien de mal à cela. On ne peut pas s'empêcher de vivre parce qu'on tient compte des envies des autres. Les autres doivent pouvoir aussi se mettre à notre place pour comprendre que ce sont des choses qui nous font plaisir. Mais après, il faut... C'est un peu comme on disait en philosophie, ma liberté commence là où s'arrête celle de l'autre. Donc, je mets du parfum, je me rends compte que mon parfum est peut-être un peu trop fort. Oui. Je ne m'empêche pas de continuer à le mettre, mais j'essaye de moduler ma façon de mettre le parfum, de sorte que ce soit plus acceptable socialement. Après, il y a des personnalités fortes qui vont se dire, de toutes les façons, je mets mon parfum, que ça vous plaise ou pas. Ou non. Voilà. Et on a besoin de ce genre de casse-cou pour faire bouger les lignes. Oui. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a également que le livre nous révèle que quelquefois, l'attente de la validation extérieure dénote d'une certaine paresse. Les gens paraissent et espèrent qu'on va les décourager de faire une chose ou une autre. Et c'est chaque fois comme ça, lorsqu'on atteint la validation extérieure. On veut en réalité pas qu'on nous booste à continuer ce qu'on veut faire, mais simplement qu'on retarde. Non, tu es trop fatigué. D'ailleurs, je suis en train d'emprunter là quelques phrases du livre. Non, tu es fatigué, tu viens de perdre. Tu étais malade. Prends un peu de temps, repose-toi avant de te relancer. Quelquefois également, c'est la paresse. C'est la paresse quelquefois. Parfois, ces phrases ont du sens parce que effectivement, on peut passer par des épisodes qui nous fatiguent énormément et qui ne nous permettent pas de nous relancer. Mais très souvent, quand on observe dans la société aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de paresse qui parlent. Donc, il faut donner l'envie aux uns et aux autres, et surtout aux femmes, de travailler avec acharnement. Oui. Parce que pour se réaliser, pour s'épanouir, il faut une certaine discipline de vie. Oui. Ça ne vient pas tout seul. Quand vous regardez nos mamans au village, la différence peut-être avec elles, c'est qu'elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles étaient épanouies. Oui. Mais ce sont des femmes qui se levaient très tôt, qui engageaient un certain nombre de travaux assez difficiles, assez prenants,
et qui à la fin de la journée était vantée par le mari parce que elle pouvait faire bouillir la marmite, parce que donc pour s'épanouir il faut travailler. Il faut travailler. Alors il y a la validation extérieure qui peut paraître comme une paresse, mais il y a également que la validation extérieure peut également, derrière la validation extérieure, peut se cacher aussi une certaine dépendance affective. On souhaite toujours avoir l'approbation de ses parents, on souhaite toujours avoir l'approbation de son mari, on souhaite toujours avoir l'approbation de son collègue ou de son ami qui va nous dire si c'est bien ou pas du tout. Alors la dépendance n'est pas du tout une bonne chose, une dépendance affective. D'ailleurs, le livre finit par là en disant qu'il faut consulter. La dépendance affective, il s'agit de quoi d'abord pour démarrer? La dépendance affective, c'est cette tendance à vouloir faire valider tout ce que l'on fait par l'être que l'on dit aimer. Oui. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être comment dire, un petit ami. Donc on va se rendre compte que dans la société, plusieurs personnes souffrent de dépendance affective. La dépendance affective, jusqu'à un certain seuil, est normale, parce qu'il serait anormal d'être amoureux de quelqu'un et de ne pas dépendre de cette personne-là dans une certaine mesure. Mais elle devient délétère quand on rentre dans ce qu'on appelle en psychologie le triangle de Karpman. Je n'aime pas souvent utiliser les termes trop techniques. Peut-être qu'il va falloir l'expliquer un tout petit peu en termes plus simples. C'est une espèce de jeu transactionnel où les protagonistes, les personnes en présence passent tour à tour du rôle de sauveteur au rôle de victime, au rôle de persécuté. Je m'explique. Je suis dans une situation avec mon mari. Prenons le cas du parfum. Le mari n'aime pas le parfum et moi je veux mettre mon parfum. Le mari va jouer la victime en disant: ah, tu ne tiens pas compte de moi, mon avis ne compte pas. Là, il est victime. Alors, à ce moment, je veux jouer le rôle de sauveur ou sauveteur et je vais commencer à lui dire: écoute chérie, je peux me passer de ce parfum, je peux... Bref, je m'interdis de faire ce que j'ai envie de faire parce que je dépends affectivement. Qu'est-ce que j'espère par là? J'espère par là être plus aimée par le mari. Donc, c'est une espèce de jeu malsain qui fait en sorte que on n'est pas dans une relation saine, on est dans une relation de transaction et qui empêche les uns et les autres d'évoluer positivement. On retrouve ce type de relation aussi au travail. Les gens qui vont venir vous dire: écoute, est-ce que tu peux me faire mon travail à ma place? Tu sais que j'ai été malade longtemps, machin. Et puis tu prends le rôle de sauveteur, tu fais le travail. Et quand tu as fini de faire le travail, lui, il va te persécuter parce qu'il va utiliser ce travail pour aller obtenir un avancement. Et pendant que toi, dans ton coin, tu es tout à fait frustré en te disant: ah, ben, pourtant, c'est moi qui ai fait le travail. Il aurait pu au moins dire que je l'ai aidé, tout ça. Donc, c'est cette espèce de triangle-là qui explique le jeu de la dépendance affective. Je t'aide pour avoir en retour quelque chose de toi que j'appelle amour, mais qui n'est pas de l'amour. Alors, il faut faire très attention. Lorsque la dépendance affective est à un certain degré, il faut consulter. Il faut consulter. Il faut consulter déjà que pour se rendre compte qu'on est dépendant affectif, c'est pas souvent facile. C'est pas souvent facile et on le nie très souvent. Donc, il y a des petits tests
qui peuvent vous permettre, il y a des petits tests qui peuvent permettre de déterminer si l'on est dépendant affectif, mais il y a aussi que les dépendants affectifs se plaignent très souvent de leurs relations. C'est des personnes qui ne sont presque jamais satisfaites des relations dans lesquelles ils sont. Il ne fait jamais ci, il ne fait jamais ça. Il y a toujours des plaintes de ce type. Et puis, c'est des personnes qui sont parfois, qui ont des comportements addictifs, soit au jeu, soit au travail, soit à l'alcool. Donc, c'est des petites pistes qui peuvent montrer qu'on peut être dépendant affectif. Alors, on va laisser les auditeurs sur la fin. On va quand même dire, est-ce que s'il y avait un autre élément à ajouter sur le livre, s'il y a un auditeur qui nous écoute en ce moment, il se rend demain dans une librairie de Yaoundé, il va acheter ce livre. Il hésite entre plusieurs textes. Pourquoi il devrait acheter ce livre, Vivre épanoui, se définir et progresser? Pourquoi est-ce qu'il devrait acheter ce texte? Parce qu'il a envie d'être épanoui, tout simplement. Et il faut chercher dans l'épanouissement à travers cet ouvrage. Je rappelle qu'il est possible d'avoir le livre au 6 97 44 420 422. Donc si on veut avoir le livre, on peut passer par là. Dès lundi, il sera dans les principales librairies de la ville de Yaoundé, celle de Douala, dès lundi de la semaine prochaine. La cérémonie de dédicace a lieu le 24 septembre. Oui. Ici à Yaoundé? Ici à Yaoundé, à l'auditorium de la Fondation Mouna. Oui. Donc, à cette occasion, déjà, les amoureux de la lecture pourront... venir d'abord discuter avec l'auteur, découvrir l'auteur également, échanger sur cette question. Mais je rappelle peut-être encore le numéro de téléphone, le 6 427 44 420 422. En tout cas, ceux qui n'ont pas bien noté, la radio est exactement à la caméra. Un deuxième numéro, 675 06 91 58. Vous reprenez le numéro 675 06 91 58. Alors, avant qu'on nous quitte, à quel moment vous écrivez le plus? Le matin, le soir, dans la nuit, à minuit, votre meilleur temps pour l'écriture? Je me lève très tôt le matin. J'écris très souvent autour de 3 heures. 3 heures du matin? 3 heures du matin, Monsieur ne se pose pas des questions? Est-ce que vous êtes parti? On est tous les deux de grands travailleurs. D'accord. Donc lui, il est très fatigué à ce moment-là. Donc il est en plein dans son sommeil. Bon, on imagine bien qu'il nous accompagne également dans votre carrière au niveau de l'écriture même. Je crois qu'une vie de couple, c'est une vie d'accompagnement mutuel. Peut-être pas forcément dans l'écriture, mais le simple fait d'être à deux fait en sorte que on ne se pose pas un certain nombre de questions. En tout cas, on va vous remercier d'être passé à la radio, échanger avec nous sur votre livre. On rassure les auditeurs, c'est un livre véritablement intéressant qui peut changer des vies, vivre épanoui, se définir et progresser. Merci d'être passé. Merci Stéphanie. Infiniment. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé. J'espère que les auditeurs aussi ont aimé. Oui. Et certainement une prochaine fois. Certainement. Ulrich Kemoité à la mise en onde depuis 21h, Régie d'antenne Carole Prudence Tienture, coordination centrale Roger Kiek du Kiki, c'est le directeur général de la radio des auditeurs, supervision générale le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. J'étais avec Stéphanie Camio-Sobgui ce soir, c'était le jeudi. On dit à jeudi prochain pour une autre édition avec un autre texte, un autre auteur. Bonne soirée.